Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de vous parler d'Empreinte, le concept store des métiers d'art qui a été créé par Ateliers d'Art de France, qui est le syndicat des métiers d'art en France. C'est une boutique dans le 3e arrondissement de Paris. Ils ont aussi un site internet, on va en reparler largement. Et vous trouvez des milliers d'objets pensés en France, fabriqués en France par des artisans et même avec des matières souvent françaises, en pièces uniques ou en petites séries dans leurs ateliers. Alors que ce soit de l'art de la table, des luminaires, des sculptures, des objets déco, des bijoux aussi, les univers sont très variés et démontrent justement toute la diversité des créations issues des métiers d'art français. Alors soutenir les métiers d'art, c'est consommer moins, mieux, intelligent, sensible, durable. Et pour parler de tout ça, je suis avec Morgane Couteler, qui est la directrice de la communication des boutiques Ateliers d'Art de France. Bonjour Morgane. Bonjour. Et Cécile Dubois, qui est la responsable communication de Empreinte. Bonjour Hortense. Bonjour Cécile. Alors avant de commencer, on va beaucoup parler de métier d'art. C'est quoi un métier d'art ? Quelle est la différence par exemple avec l'artisanat ou l'artisanat d'art ? Tout d'abord, le mot art. Donc, tu l'as dit, artisan d'art. Les métiers d'art, c'est un secteur qui regroupe environ 280 métiers. La spécificité, c'est qu'en fait, on transforme la matière première. Un artisan d'art, il y a la dimension artistique, contrairement à un artisan, par exemple, un artisan boulanger, un charpentier, etc. Là, il y a transformation de A à Z de la matière pour en faire une pièce artistique, utilitaire ou non. Donc, on va avoir des plumassiers, des céramistes, des orfèvres, des ébénistes, des sculpteurs sur métal, etc. Voilà, je ne vais pas tous les citer puisque... Non, mais c'est intéressant, oui, c'est ce type de métier. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 métiers d'art en France. On retrouve partout des ateliers sur le territoire en France et au-delà. Ouais, ok. Alors, on va reparler de leur profil. Et si on parle d'Empreinte, parce que là, on enregistre chez Empreinte, Cécile, c'est quoi Empreinte ? Empreinte, c'est le concept store des métiers d'art qui a été donc créé par Ateliers d'Art de France dans cette volonté d'offrir une vitrine parisienne à tous ces petits ateliers que Morgane a évoqué, leur permettre de vendre leurs pièces uniques ici à Paris, en plein cœur du Haut-Marais. On est entre le carreau du Temple et la rue de Bretagne, juste en face du marché des Enfants Rouges. Donc voilà, Empreinte, c'est cette vitrine qu'on veut donner à tous ces créateurs qui sont tous parfois isolés, tout seuls dans leur atelier, qui ont souvent les marchés de potiers par exemple, ou les marchés d'artisanat d'art locaux qu'on peut trouver, mais qui ont besoin d'un soutien économique et d'un développement économique. Donc Ateliers d'Art de France a créé Empreinte et d'autres boutiques dont on parlera peut-être un petit peu plus tard pour leur permettre de vendre leurs pièces. Tu dis, en fait, ils fabriquent dans leurs ateliers, mais l'idée, ils peuvent vendre partout et en plus chez vous ou c'est en exclusivité chez Empreinte ? Ils peuvent vendre partout. Notre objectif, c'est surtout pas de leur empêcher de vendre, bien au contraire. Par contre, de par la spécificité des métiers d'art, c'est-à-dire que c'est produit en toute petite série, voire pièces uniques, on a de fait des pièces qu'on trouvera nulle part ailleurs ou qu'on trouvera en tout cas en petite quantité ailleurs. Mais notre objectif, c'est surtout pas d'exclusivité. On est là pour les aider à se développer. Donc au contraire, et nous on vit au rythme des ateliers, c'est ce qu'on aime aussi raconter. Donc on n'a pas des stocks immenses. S'il y a un coup de cœur sur une pièce, il faut pas attendre trop longtemps, puisqu'on a soit de la pièce unique, il y en a qu'une, soit des toutes petites séries. Voilà.
Ouais. Et alors, comment vous les comment vous les choisissez? Est-ce que vous les choisissez? Il y a des critères de sélection ou sont des membres, on disait, d'Ateliers d'Art de France, c'est ça? Exactement. Je me permets juste de rajouter tout à l'heure sur la définition des métiers d'art. Évidemment, j'ai spécifié la dimension artistique, mais la spécificité des métiers d'art, c'est vraiment de tout imaginer, réaliser et façonner de A à Z une pièce, soit en pièce unique ou en petite série. Ouais. Tout est fait par le créateur dans son atelier, il n'y a pas de recours à la sous-traitance. C'est vraiment la spécificité. Alors les métiers d'art, c'est vraiment des métiers à proprement parler. On n'est pas sur du DIY fait le week-end. Et Ateliers d'Art de France, en tant que syndicat professionnel des métiers d'art, valorise et soutient l'ensemble des professionnels des métiers d'art, qui sont pour la plupart dans leur atelier, seuls, en individuel, et qui font à la fois la création, la compta, la com et tout ça dans ce métier d'artisan d'art. Oui, tu parles de la céramique, mais je crois que vous en vendez beaucoup. Vous représentez beaucoup de céramistes. Comment on explique cet engouement toujours qui dure autour de la céramique? Alors à la base, Ateliers d'Art de France, initialement, c'était une chambre syndicale des céramistes. Ah. Alors, il faut aussi dire que c'est quand même plus simple de mettre un four dans un atelier plutôt qu'avoir un four pour souffler du verre, par exemple. Donc, c'est des métiers qui sont de plus en plus attrayants vis-à-vis du grand public aussi. On a un gros taux de reconversion en tant au sein d'Ateliers d'Art de France. Ça veut dire quoi, un taux de reconversion? Le Atelier d'Art de France regroupe à peu près 1600 adhérents et on voit de plus en plus des gens qui ont envie de changer de vie et qui se sont formés, qui sont diplômés et qui maintenant adhèrent à notre chambre syndicale. Et la céramique, c'est le domaine de prédilection. On a une grande majorité de céramistes, ce qui fait que chez Empreinte, on retrouve aussi une grande proportion de céramique. Alors ça va de l'art de la table en passant par le bijou, ça peut passer par des panneaux muraux faits en céramique, et bien d'autres objets où à la base on se dit pas tiens oui le matériau de prédilection c'est la céramique et on peut être très étonné. On est très connu pour ça, c'est vrai. On est plutôt on est assez connu comme le temple de la céramique et en particulier de l'art de la table. Mais on s'efforce justement, j'allais dire dans notre sélection, mais c'est justement pas vraiment une sélection, on en reparlera un tout petit peu après, mais on s'efforce en tout cas d'être représentatif dans notre offre de autant de métiers et autant de matériaux possibles. Donc on a, oui, de la céramique, mais on a aussi du bois, du verre, de la plume, du papier, des matériaux synthétiques. Des matériaux précieux, on va avoir du carton, on va avoir de la pierre, du plâtre. Enfin voilà, c'est vraiment important d'être aussi varié que possible pour être le plus représentatif possible de ce qui se passe dans les ateliers d'art en France et être aussi varié en termes d'offres, donc d'avoir pour tous les budgets, pour tous les goûts. On a à peu près, pardon. Non, vas-y. On a à peu près 4000 pièces à un instant T chez Empreinte au niveau du concept store. D'une centaine de créateurs à peu près. Voilà, donc on va avoir différentes catégories alors ce qu'on appelle produits, mais en fait on est sur de l'objet et de la pièce unique, on le rappelle, hein, mais nous, notre objectif c'est vraiment de montrer la richesse et la diversité des métiers d'art dans cette adresse en plein cœur de Paris pour pouvoir toucher le public. Donc que ce soit le public local, amateur de métiers d'art, qui a envie de refaire son appartement et d'avoir des pièces uniques, où derrière il y a un homme et il y a une femme qui a mis du temps à faire cette pièce, mais aussi les touristes, les petits Japonais de passage à Paris qui viennent dans le quartier et qui viennent s'acheter une pièce et repartir avec une pièce faite par un créateur dans son atelier en France. Ouais. Alors, comment sont choisis, j'en reviens à ma toute première question tout à l'heure, comment sont choisis les artisans? Vous fonctionnez comment? Il y a des critères de sélection ou ils sont membres? Ah non, c'est ça, on disait qu'ils étaient membres d'Ateliers d'Art de France. Exactement. Ici au Concept Store, ne sont présentés que les membres d'Ateliers d'Art de France qui ont donc été acceptés par le comité de sélection chez Ateliers d'Art de France. Les principaux critères, Morgane les a dit, donc leur atelier d'art est installé en France, ils ne font pas d'appel à la sous-traitance et c'est leur métier et leur principale source de revenus. Voilà. Une fois qu'ils sont adhérents à Ateliers d'Art de France, ils ont le droit de proposer leurs pièces dans le réseau de vente Ateliers d'Art de France et donc en particulier chez Empreinte.
France. Morgane l'a évoqué tout à l'heure, on a vraiment un mode de fonctionnement particulier du fait de nos syndicats. Tout le monde a la même chance. Donc, il n'y a pas de best-seller, il n'y a pas de créateur qu'on a envie de mettre plus en avant qu'un autre. On donne la même chance à tout le monde. Et donc, ils peuvent nous proposer leurs pièces pour une période de 4 mois. On en accueille tous les mois, donc on a des nouveautés qui arrivent régulièrement chaque mois pour une période de 4 mois, et ensuite on fait sortir les pièces qui ne seraient pas vendues puisqu'ils nous confient leur création en dépôt-vente pour en accueillir de nouvelles, qu'on a un renouvellement régulier. Donc en fait, il n'y a pas de sélection, et c'est toute la spécificité d'un magasin comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un directeur artistique qui dit bah tiens, aujourd'hui c'est bleu, tout est bleu. Non, on fait vraiment en fonction de la réalité des ateliers et des propositions qui sont faites par les créateurs. Donc là, on est à une période proche de Noël. C'est la responsable de la boutique qui va dire, bah voilà, je sais que moi, j'ai besoin d'une offre assez large en termes d'art de la table. J'ai besoin aussi de maroquinerie dans ces tranches de prix. Je vais voir ce qui m'est proposé parmi les créateurs. Mais à partir du moment où un adhérent fait la demande de pouvoir vendre ses pièces chez Empreinte, il sera d'office accepté. Ah oui, d'accord. Et un adhérent, quoi, il paye ou il est sélectionné pour entrer dans un comité et comment ça fonctionne ? Un adhérent Atelier d'Art de France, en effet, paye une cotisation annuelle pour pouvoir adhérer au syndicat, et il a le droit à différents services, un accompagnement sur la formation, un accompagnement, justement l'accès à ces boutiques. Donc on a Empreinte, la boutique Talent, la Galerie Collection et la Maison des métiers d'art de Pézenas, et également des aides pour exposer sur nos propres salons, les salons d'Atelier d'Art de France, et des salons partenaires. Réponse très complète. Alors attends, on va revenir un petit peu sur tout ce que tu as dit, parce que justement, donc Atelier d'Art de France, qu'on comprenne bien, c'est un syndicat, c'est ça qui fédère les professionnels autour des métiers d'art. C'est exactement ça. Atelier d'Art de France existe depuis à peu près 150 ans. Il a créé à l'époque un salon de la céramique, puisque tout à l'heure on a dit que c'était anciennement un syndicat de céramistes. Ils ont exposé, ça a grossi, ils ont intégré du meuble. De là, ils ont exposé à Porte de Versailles. Ça a tellement grossi, à un moment donné, ils se sont dit, OK, là nous en fait on n'est pas organisateur de salon, on va faire appel aux leaders dans ce secteur-là. Donc ils se sont associés avec RX France, et en 1994, ça a donné la création de Maison et Objets, qui est organisée par la filiale Safi, mais dont Atelier d'Art de France est propriétaire à 50%. D'ailleurs, au sein de Maison et Objets, il y a un secteur craft, le hall 5A, au cœur du salon. Oui, qui est très identifié. Atelier d'Art de France. Oui, très identifié. Il y a une grande majorité d'adhérents, mais il y a également des professionnels de métiers d'art non adhérents, et d'autres qui viennent d'autres pays. Ah oui, mais qui ont toujours ce même principe: avoir son atelier d'art, être professionnel et vivre de ça, et faire uniquement de la pièce unique ou de la petite série. Oui, d'accord. Et je lisais sur Internet, sur le site, que Atelier d'Art de France, la mission, c'était, je cite, « faire connaître le rôle et la place des métiers d'art dans notre société ». Alors, quel est ce rôle et quelle est cette place dans la société ? Alors, très bonne question, Hortense. Je veux pas te coller, hein. Non, alors Atelier d'Art de France, en fait, vraiment, Atelier d'Art de France a mis en place différentes actions. C'est-à-dire, en 2013, il y avait vraiment des volontés de l'ancien président de créer un statut à part entière, une reconnaissance légale du secteur dans la loi culture. Aujourd'hui, ça n'était pas reconnu, artisan d'art. Là, aujourd'hui, ça l'est. Il y a encore une grande marge d'amélioration avec la création de codes APE, NAF, etc., une clarification. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la formation. Mais Atelier d'Art de France, vraiment, travaille au quotidien pour faire valoir les droits des professionnels de métiers d'art en France, de manière à ce qu'ils soient reconnus légalement, accompagnés, et au-delà de ça, valorisés. En 2013, Atelier d'Art de France a créé la Biennale Révélation. C'était la première fois qu'un syndicat créait son propre salon pour le valoriser à l'échelle internationale. Donc ça s'est fait au Grand Palais, c'était fabuleux, et ça a permis aussi attirer les regards vis-à-vis du grand public, mais vis-à-vis des pouvoirs publics, et c'est à cette époque que les choses ont commencé vraiment à bouger. Aujourd'hui, Atelier d'Art de France a sa propre maison d'édition, a ses boutiques, a ses salons. C'est dans un premier temps pour servir
les créateurs et les professionnels de métiers d'art, mais aussi comment les faire vivre, c'est-à-dire qu'on doit faire des actions auprès des pourvoyeurs de commandes et des acheteurs. Donc ça va être toi, moi, où on va me sensibiliser pour dire tiens, au lieu d'acheter une tasse faite au fin fond de la Chine, en fait tu peux acheter une tasse qui va te donner une certaine émotion, qui a été faite en France par un créateur ou une créatrice dans son atelier. C'est aussi faire des démonstrations sur nos salons, faire des démonstrations parfois dans les boutiques pour montrer et valoriser ces métiers, les gestes, les savoir-faire, les démarches, et pour pouvoir, pourquoi pas, éveiller des vocations vis-à-vis des plus jeunes, par exemple. Oui, les jeunes veulent devenir, on parle beaucoup du renouveau de l'artisanat, et en termes de formation, les jeunes s'y intéressent ? Parce qu'il y a beaucoup de reconversions, on disait tout à l'heure, mais est-ce que des jeunes à 16, 18, 20 ans, ils ont envie de faire ça ? Il y a un gros travail qui a été fait et je pense que les actions d'Ateliers d'Art de France ont contribué à ça, à dépoussiérer l'image des métiers d'art. Il y a un travail qui doit être fait aussi vis-à-vis des parents pour montrer l'intérêt et la beauté et tout le potentiel qu'il y a derrière ces métiers qui sont parfois rares. Donc il y a vraiment un travail de valorisation vis-à-vis de ce public-là. Mais on sent que le Covid aussi a changé les choses. Je parle en termes de vis-à-vis du grand public, où il y a un retour au sens, au raisonner, au vouloir faire des choses par soi-même, pour soi-même. Et en effet, en termes de formation, alors il y a un gros travail cependant à faire, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un souci en termes de formation, c'est-à-dire qu'on voit des formations apparaître où tu peux faire en ligne un diplôme de céramiste alors que tu n'as absolument jamais touché à de la terre. Donc c'est assez lunaire. Et Ateliers d'Art de France milite contre ce genre de formation, et aussi parce qu'il y a des diplômes où le nombre d'heures en atelier a diminué, ce qui n'a absolument aucun sens, puisque la finalité d'un artisan d'art, c'est d'être dans l'atelier. Il faut des diplômes pour être... Une question bête, j'y connais rien. Il faut un diplôme pour être... Tu parlais tout à l'heure, plumassier, j'aime bien ce mot. Évidemment, il faut des connaissances à apprendre le métier, mais il faut vraiment obtenir un diplôme. Alors, tu as des autodidactes comme partout. Après, il existe des diplômes, des formations, des CAP, des BTS, des Bac+5, des diplômes reconnus. Il y a tout type de parcours, ouais. Complètement. En tout cas, la pratique est essentielle dans ces métiers, et c'est vrai que c'est le souci en ce moment dans la formation, c'est que le nombre d'heures passées en atelier diminue fortement. Et à côté de ça, comme tu disais tout à l'heure, les jeunes, Morgane a parlé du Covid, en tout cas, et c'est même pas que les jeunes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la reconversion, on voit de plus en plus de gens qui ont envie de changer de vie, retour au sens et à des métiers plus concrets. En tout cas, nous, chez Empreinte, on a souvent la visite d'étudiants. On a Dupéré juste derrière, par exemple. Donc, on a souvent la visite de groupes d'étudiants qui viennent s'inspirer. Et ça, c'est pour nous une petite victoire aussi. C'est pas que notre rôle, bien sûr, puisqu'on est là pour vendre les pièces des créateurs, mais en tout cas de les voir en groupe avec leurs professeurs, se poser devant des pièces et les admirer pendant des heures, essayer de comprendre comment elle a été faite, se poser, la dessiner. C'est aussi une petite partie de notre mission, et on en voit beaucoup. Et c'est avec grand plaisir qu'on les accueille à chaque fois et qu'on leur explique un peu notre mode de fonctionnement. Et j'espère qu'on va continuer à en voir beaucoup. Oui, en fait, il y a un certain engouement même de la part des professeurs ou des directeurs d'écoles spécialisées en métiers d'art, que ce soit le CERFAV spécialisé dans le verre ou l'école Boulle et autres. Ils viennent parfois nous voir en disant « mais c'est génial ce qu'Ateliers d'Art de France a fait, merci », parce qu'en fait, on a une valorisation des objets et du coup derrière des métiers, et on a un lieu qui est valorisant pour tout un secteur. Et pour les ventes, parce que souvent c'est un frein peut-être pour le grand public, comme tu disais tout à l'heure, la tasse en Chine, mine de rien, elle va quand même coûter un peu moins cher qu'une tasse hyper bien pensée et réalisée, évidemment. Comment on éduque ? Est-ce que vous avez un rôle là-dedans aussi d'expliquer, ou comment vous faites justement pour justifier, entre guillemets, les prix ? Est-ce que c'est un sujet ?
C'est un sujet bien sûr et on en a bien conscience. Nous, à notre niveau, chez Empreinte en tout cas, notre rôle c'est à travers, parce que je fais par exemple moi en communication, à travers des petits cartels qu'on dissémine un peu partout dans le magasin, qui te décrit le parcours du créateur, son matériau de prédilection, son savoir-faire, son univers artistique. C'est avec des photos d'ateliers, parfois des rencontres. C'est aussi à travers le discours de nos vendeurs qui sont là aussi pour raconter les pièces. Il faut pas hésiter à les interroger, à écouter ce qu'ils ont à vous dire. Et c'est aussi dans notre façon de vendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lot, par exemple. Si vous n'avez pas besoin de 12 tasses, qui effectivement à l'unité sont nettement moins chères, peut-être que si on en a besoin que de 2 ou 4, on peut les acheter à l'unité et au final ça nous reviendra moins cher. Dans les métiers d'art, il y a la notion de durabilité qui est importante. Les pièces sont façonnées dans l'esprit d'être durables et transmissibles. Voilà, c'est à travers toutes ces valeurs-là qu'on éduque le grand public à cette façon de consommer. On est malgré tout conscient que, bien sûr, on est imbattable par rapport à des grandes chaînes industrielles qui font en Chine. Donc ça, c'est clair que on n'est pas là de toute façon pour vouloir faire concurrence à ça, pas du tout. Et comme nous le dit Cécile, ce qui est hyper important, c'est que quand on vient chez Empreinte, tout de suite, le visiteur qui est un acheteur régulier ou quelqu'un qui vient par hasard, ils comprennent que tiens, derrière cette pièce, oui, il y a un homme, il y a une femme que je vois en train de faire parce qu'il y a une photo qui m'explique que derrière, il est dans son atelier avec son tablier, avec ses machines, avec la matière partout autour de lui ou dans son atelier. Donc, si tu veux, pour nous, quand on a créé Empreinte, on s'est dit c'est essentiel d'avoir des codes en termes de merchandising ou de scéno pour pouvoir faire cette piqûre de rappel-là et pour pouvoir montrer. Alors, que contrairement à ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on a voulu vraiment adopter des codes magasins, ce qui est quand même c'était nouveau par rapport à des pièces uniques et faites en petite série, parce que va coller ton étiquette avec le code barre sous une pièce en grès, c'est pas simple. Donc on a vraiment voulu s'affranchir de toute cette image poussiéreuse et ou cette image de galerie qui parfois peut être un gros frein. On a adopté un merch avec des séries d'objets, etc. Et parfois des zones où on raconte une histoire, on raconte celle d'un créateur, on raconte un savoir-faire spécifique. Et c'est ça qui va te rappeler, ah oui, ok, je comprends mieux. Et c'est vrai que parfois tu vas avoir 2 tasses, et elles te semblent similaires, mais elles sont absolument différentes. Et tu vas te dire, oui, ok, je vais acheter ce cadeau, je vais m'offrir ce cadeau, mais tu vas avoir un rapport différent avec cet objet que ta tasse achetée 5 €. Oui, c'est ce que tu disais, tu parlais d'émotion tout à l'heure, c'est un vrai supplément d'âme, vous défendez ça aussi ? Complètement. Tu viens acheter chez Empreinte un objet avec un supplément d'âme, avec une certaine authenticité, une certaine poésie ou une singularité tout simplement. Et c'est des objets que tu vas vouloir transmettre aussi. Quand on parle de durable, c'est durable parce que il y a cette notion de transmission derrière d'objets aussi. Vous êtes soutenu par le ministère de la Culture ou ça n'a rien à voir ? Pas du tout, on est totalement indépendant. Voilà quelqu'un à inviter à notre table, exactement. Oui, parce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait du renouveau, c'est un métier, on en parle beaucoup, et moi la première, dans les médias, je veux dire, dans l'absolu, alors que je crois que c'est un métier où ils sont beaucoup seuls, ils ont des moyens limités, c'est pas facile d'être artisan aujourd'hui. Complètement. Artisan d'art, ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Oui, artisan d'art, pardon. La réalité de l'artisanat d'art et des métiers d'art aujourd'hui, c'est qu'on est sur du 80% de l'atelier unipersonnel. On n'est pas du tout sur des grosses structures. À part quelques manufactures, et ça, c'est du domaine du luxe, et c'est encore autre chose, mais la réalité des métiers d'art aujourd'hui, 80% sont seuls dans leur atelier. Donc, partout aux 4 coins de la France. Et c'est pour ça qu'Empreinte rassemble et réunit ici, en plein cœur de Paris, une offre que le public ne pourrait pas avoir à un seul et même endroit. Oui, c'est pas simple tous les jours parce qu'un artisan d'art, donc la finalité, c'est de créer, mais
il doit tout gérer aussi, c'est-à-dire gérer ses stocks, gérer ses ventes, gérer sa com, sa compta, enfin comme tout auto-entrepreneur, je dirais. Mais il y a quand même une contrainte de temps qui est quand même très présente dans les métiers d'art. En tout cas, nos créateurs, effectivement, doivent, après avoir dessiné, façonné, créé leurs pièces, se faire aussi comptable, marketeur, communicant, fixer leurs prix. On parlait tout à l'heure de la notion du temps. C'est le créateur qui fixe les prix des pièces qui sont vendues ici. Et c'est parfois compliqué de juger de la valeur de son propre travail et de son propre temps. Et tout ça, c'est aussi une vraie notion et un vrai travail à acquérir. Et en même temps, il y a c'est un métier qui est fragilisé depuis la pandémie, mais qui rayonne notamment à l'international énormément. C'est hyper important dans notre économie. Alors oui, ça rayonne à l'international. Depuis quelques années, on est envié à l'extérieur par rapport à nos savoir-faire. Enfin, c'est unique, le modèle français sur la création métier d'art et les métiers de restauration, parce que ça fait aussi partie des métiers d'art. C'est un modèle assez unique en France. Beaucoup de créateurs métiers d'art vivent grâce à l'export, mais le contexte géopolitique change aussi la donne. Le Covid a fait beaucoup de mal à certains, mais aussi la guerre en Ukraine, tout ce contexte-là va parfois couper des marchés. Et c'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui pour certains créateurs métiers d'art d'avoir un accompagnement, d'exposer sur des salons internationaux pour pouvoir rencontrer leurs acheteurs étrangers, pour pouvoir alimenter et avoir des commandes tout au long de l'année. Et à l'inverse, il y a des missions économiques qui emmènent quelques structures françaises à l'étranger. Et nous, on souhaiterait vraiment, d'ailleurs, pouvoir offrir ces services à nos artisans d'art. Atelier d'art de France, par exemple, va lancer en septembre prochain Révélation China. C'est la première fois que le modèle Révélation qui existe depuis 10 ans va se déployer à l'étranger. Donc dans une toute petite version par rapport à ce qu'on connaît à Paris sous la nef du Grand Palais. Mais voilà, rendez-vous en septembre en tout cas. Mais en Chine. En Chine, exactement. Pour faire rayonner les savoir-faire français. Exactement. Non, français ou du coup... Alors là, le modèle Révélation, c'est vraiment les métiers d'art à dimension internationale. Ce sera le même modèle pour la version chinoise, avec une part de créateurs français, mais aussi d'exposants étrangers. Ah oui, d'accord, ok. Et en plus, l'artisanat d'art, ce sont des objets du quotidien et ce sont des objets insolites. Vous vendez de tout, il y a de tout chez Empreinte. Absolument, il y a de tout. Il y a de l'utilitaire, du non-utilitaire. Tu nous donnerais des exemples concrets ? Bien sûr. Quand tu rentres dans le magasin, déjà, tu arrives dans un espace qu'on a voulu très accessible, très généreux en termes de nombre de pièces pour tout de suite désacraliser ce mythe de la pièce unique qu'on ne peut pas toucher et qui serait très cher. C'est tout l'inverse, nous, de ce qu'on veut porter. Il y a ça aussi, effectivement, mais pas que. Donc, ça va de la petite tasse dont on parle beaucoup aujourd'hui. La petite tasse à 12 €, par exemple. On a du bijou, de l'accessoire de mode, de la sculpture, de l'œuvre murale, du mobilier, du luminaire. Qu'est-ce qui se vend le plus ? Le bijou. Le bijou, c'est une des offres qui remonte. Mais c'est vrai que l'art de la table, chez Empreinte, c'est une spécialité, du moins au Concept Store. Exactement. On a, c'est la réalité des ateliers, beaucoup de céramistes, donc une offre très large de céramique. Et c'est aussi ce qui fait notre force, c'est que on a une céramique vraiment avec des univers très divers et variés qui vivent ensemble sur nos 2 étages. Donc on peut chacun y trouver l'art de la table qui nous parlera. Tu parlais tout à l'heure d'émotion, même avec une tasse, c'est important pour nous de la transmettre, cette émotion. Chaque tasse, chaque objet d'ailleurs, même nos bijoux, il y en a une partie sous vitrine, mais il y en a une autre partie qui est accessible et qu'on peut toucher. Depuis tout à l'heure, on vous parle de transformation de la matière. Le rapport à la matière est essentiel et vraiment au cœur du sujet dans les métiers d'art. Donc c'est important pour nous que notre public et nos visiteurs et nos acheteurs puissent toucher chaque objet. Donc tout est à portée de main. Et puis, il pourra se rendre compte qu'une tasse en grès apportera une émotion et un moment café différent que la tasse en porcelaine ou en faïence, par exemple. Donc cette notion du toucher est importante pour l'émotion. Et puis, pour parcourir et revenir à ce que tu nous as demandé tout à l'heure,
pour raconter l'histoire derrière chaque objet et créer une émotion. Quand on achète un objet chez Empreinte, il est remis avec un petit certificat d'authenticité sur lequel on remet le nom du créateur, et ça c'est vraiment important. Le nom du créateur est partout. Empreinte s'efface pour laisser la place au créateur et rappeler là encore que c'est l'humain qui est derrière chaque objet. Et donc sur ce petit certificat d'authenticité, il y a le créateur, la matière. Ça vous rappelle que c'est fait en France, et donc si vous n'avez les moyens d'offrir qu'une seule tasse, toujours la fameuse tasse, et ben elle viendra avec le certificat d'authenticité, et celui qui la recevra aura un tout petit bout de l'histoire de cette tasse. Après, à vous de la raconter un peu plus encore, mais c'est important, voilà, de transmettre tout ça à travers un simple petit objet. Mais idem pour la sculpture en bronze. Exactement. Ou le paravent en lac. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que j'ai une petite tasse de chez vous, en grès chamoté, je crois, de Corentin Brisson, c'est ça ? Oui. Et je peux pas te dire, quand je prends mon café, ça me fait un truc de prendre un café dans cette tasse. Je sais pas, il se passe un petit... C'est un moment un petit peu différent. Eh ben, génial, c'est exactement, vois voilà, ouais, super. Et effectivement, si elle est en grès, ce sera pas au toucher, si elle est en grès, si elle a une anse ou pas de anse, si tu la prends à une main ou pas, ça veut dire que si tu la prends qu'à une main parce qu'elle a une anse, potentiellement tu fais quelque chose d'autre en même temps, alors que si elle a pas de anse et qu'elle a une petite forme de bol, ça veut dire que là vraiment tu te poses, c'est ton moment, tu vas... la forme de la tasse, sa matière, sa couleur est importante dans le moment café, et voilà, c'est ce qu'on veut raconter à travers la tasse, mais encore une fois, c'est ce qu'on veut raconter à travers tous les objets. C'est vrai. Et je crois qu'au premier étage, c'est toujours le cas, il y a Collection qui est la galerie des métiers d'art contemporain, c'est encore autre chose ? Alors au deuxième étage, on retrouve la galerie Collection qui a emménagé en 2020, qui a pris possession de cet étage. On est dans un univers un petit peu différent, avec une sélection de pièces, avec un positionnement prix plus important, et on accompagne, la galerie Collection accompagne 10 artistes de la matière, donc 10 artisans d'art, tout au long de l'année, en présentant, à l'occasion d'expositions en duo, généralement, des pièces. Donc, tout au long de l'année, on va découvrir des nouveaux univers avec des nouvelles pièces. Alors là, on n'est que sur la pièce unique. On va avoir à la fois les tableaux en métal et en nacre de Sylvie Guillaumard, sublime, pareil. Tu mets ça au mur, c'est envoûtant. Il se passe quelque chose en fait sur ces pièces, selon comment tu te déplaces, selon la lumière, le matin ou le soir, la pièce dégage quelque chose de différent. Tu vas avoir les pièces aussi de Julie Bergeron en céramique, en grès d'ailleurs. Et voilà, une dizaine d'artistes à découvrir, la céramique de Chloé Peterman. Donc voilà, eux ils sont là pendant un an. Et on peut évidemment faire un tour à la galerie et découvrir des artistes. Il y a des rencontres aussi qui sont organisées avec ces artistes tout au long de l'année. Donc j'ai dit oui, premier étage, donc il y a 2 étages, et je crois que c'est un lieu qui a une histoire. Vous n'êtes pas installé là par hasard. Alors, l'histoire du lieu est intéressante, c'est vrai. Ça fait sens jusqu'au bout, donc on aime bien la raconter. C'était les anciens ateliers d'une famille de joailliers, donc de fabricants de bijoux, qui travaillaient pour des grandes maisons notamment. Donc le rez-de-chaussée et le premier étage étaient leur atelier, et le deuxième et troisième étage dans lequel on a nos bureaux, nous, aujourd'hui, était leur appartement. C'était une chambre ici. Là, on était dans une chambre. Voilà, et donc quand ils ont cessé leur activité, c'est devenu ensuite un showroom de mode qui n'ouvrait que pendant les périodes de Fashion Week, qui rythme un peu le quartier, c'est vrai ici, mais qui était entièrement fermé au public, grand rideau de fer, pas de visibilité sur la rue. Et ensuite, Atelier d'Art de France en a fait de nouveau un lieu dédié à la création et ouvert au public en plus cette fois. Donc c'est vrai qu'on aime beaucoup cette histoire. Et donc, pour la petite anecdote, l'ancien propriétaire qui avait sa maison et donc ses ateliers ici est revenu, puisqu'il habite toujours le quartier, et il a dit mais merci de redonner cette âme à ce lieu et de donner la place aux créateurs dans ce lieu. Donc, par contre, voilà, on a fait des travaux et lui-même a reconnu que c'était assez hallucinant parce qu'on est sur un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés en plein cœur du Haut-Marais qui est traversant. On a la petite vue
vue là sur la mairie du 3. On est à côté du marché des Enfants Rouges et du carreau du Temple. On donne rue de Picardie avec notre vitrine. Et voilà, on s'est amusé avec cet escalier incroyable qui mène jusqu'au 3e étage à faire de cet espace un lieu vraiment de vie pour les créateurs et évidemment pour les clients. Et pourquoi ça s'appelle Empreinte ? Ça s'appelle Empreinte avec un S, et le S est important parce que c'est le reflet de la diversité des talents et des créateurs de métiers d'art dont on parle depuis le début, qui laissent leur empreinte, non seulement par le geste, mais aussi par la pensée dans chacun des objets qui sont présents ici. Et donc là, on parlait de la boutique. Pour terminer, on va parler du site qui est aussi important, et tu disais qui est peut-être un petit peu différent de l'offre, parce que pour ceux qui sont pas à Paris, on peut trouver énormément de choses sur le site. Absolument, et merci d'en parler. C'est vrai qu'ici, on est à Paris, mais c'est important dans notre volonté de développer et de faire rayonner les métiers d'art et les savoir-faire français, d'avoir ouvert cette fenêtre numérique. Donc, on a créé empreinte-paris.com, qui est une marketplace. C'est-à-dire que le fonctionnement, c'est que chaque créateur gère sa propre boutique en ligne et vend directement depuis son atelier. Donc, c'est sans intermédiaire. Quand vous achetez une pièce sur le site, vous achetez directement auprès du créateur. Donc là aussi, il y a de la pièce unique. Là aussi, il y a de la toute petite série. Il y a aussi de la sculpture, du mobilier, du luminaire, du bijou et de l'art de la table, évidemment. Mais voilà, c'était aussi important, et ça passe aussi par ce site, le fait de désacraliser les métiers d'art et de se dire qu'on peut aussi acheter en ligne du métier d'art et du savoir-faire français. Donc l'offre est différente par contre du concept store, ça c'est important de le dire quand même. Ça n'est pas l'e-shop du magasin. Il y a environ 200 créateurs qui vendent en ligne aujourd'hui, un petit peu plus même je crois, et on est à presque 9000 pièces. Donc là aussi, une grande diversité en termes de produits, de matériaux, de savoir-faire. Oui, le site, je le précise, parce que j'étais dessus hier soir pour préparer l'interview, est vraiment bien fait. Parce que tu peux trouver par type de produit, tu peux trouver par créateur, tu peux trouver par matière, tu peux trouver par région aussi, si tu veux soutenir à côté de chez toi. Il est vraiment bien, ouais. Exactement. Ah, c'est sympa. C'est une vraie volonté. Absolument, quand il a été créé et lancé, là aussi, la volonté, c'était de mettre en avant l'humain. Donc, on peut chercher par créateur si on a un coup de cœur pour un univers en particulier. On peut chercher par matériaux et se laisser guider si on a une approche, une sensibilité spécifique par rapport au bois. Et ben, on peut se laisser guider et arriver sur du bijou, sur de l'art de la table, sur du mobilier, évidemment. Par région, pour nous, c'est important de développer cet aspect-là dans cette volonté de mieux consommer. On peut choisir de consommer local et de découvrir les créateurs de notre région ou de la région de laquelle on est originaire. Donc c'est important aussi d'avoir cette entrée-là sur notre site internet. Oui, en fait, la spécificité, ce que tu as dû ressentir quand tu es sur la marketplace, c'est la place de l'humain, encore et toujours. On a vraiment voulu mettre sur la homepage, tu as les coulisses un petit peu de l'atelier. Chaque créateur peut avoir sa page de présentation où tu ressens un petit peu la spécificité, son univers et son savoir-faire qui est décrit. Et en effet, tu peux avoir une entrée par matière. Parce qu'en fait, on a voulu surprendre le potentiel internaute, acheteur, de découvrir autrement et de naviguer d'une manière différente par rapport à un site e-commerce où tu vas avoir art de la table, meubles, etc. Là, tu peux dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe derrière la rubrique végétale ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous. Et ben, du coup, tu vas trouver des pièces en marqueterie de paille, tu vas trouver des pièces en osier et des choses voilà un peu plus surprenantes et que tu n'aurais pas forcément cherché par toi-même. Donc, ce qui est important de préciser aussi pour la marketplace, c'est qu'on vend à travers le monde. Donc, c'est vraiment une fenêtre sur l'international pour les créateurs qui sont, comme je disais tout à l'heure, à 80% de manière indépendante dans leur atelier. Là, ils peuvent vendre depuis l'atelier. Il y a un clic à faire, on emballe, on expédie et ça peut partir à Dubaï, ça peut partir en Angleterre ou ailleurs. Donc, c'est vraiment un marché qui est incontournable aujourd'hui pour les métiers d'art. Il y a une grosse marge d'amélioration encore sur ce sujet-là, mais Atelier d'Art de France a lancé en 2017 cet outil pour l'ensemble du secteur. Et aujourd'hui, contrairement
au Concept Store, on s'adresse et on accueille des vendeurs, donc des artisans d'art, qui sont pas forcément membres d'Ateliers d'Art de France. Une grande majorité l'est, mais c'est ouvert à tous les professionnels du secteur, à partir du moment où il respecte les critères, c'est-à-dire il a son atelier, il fait tout de A à Z, en pièces uniques ou en petite série, sans sous-traitance. Donc aujourd'hui, s'il y a bien un endroit où tu veux acheter raisonné, local, durable, en pièces uniques et fait en France, en intégralité, c'est la marketplace Empreinte. Ouais. Bon, on va aller voir sur le site. C'est bientôt Noël. Et d'ailleurs, dernière question par rapport à Noël. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, parce que vous êtes un syndicat et j'imagine que tout le monde est au même niveau, vous défendez tout le monde. Est-ce que vous avez un créateur chouchou? Si vous deviez pour Noël, là, vous avez le droit de prendre ce que vous voulez dans le Concept Store. Est-ce qu'il y a un... Alors, si je prends ce que je veux, moi, je pense que j'irai sur la pièce en papier, la sculpture totem de ces visages sous chapeau de la créatrice Laurence Lehel. Je vais aller voir ce que c'est, je partagerai les photos. Alors c'est marrant parce que j'aurais aussi parlé du papier. On a une créatrice de luminaires qui s'appelle Nathanaëlle Lobjoie qui fait des luminaires en papier. On parlait tout à l'heure de l'importance de la matière et de toucher. Si tu t'approches pas et tu prends pas un peu le temps de les découvrir, tu peux penser qu'ils sont en porcelaine du fait de la transparence, mais en fait c'est tout léger, très poétique. Elle y appose des motifs qu'elle dessine elle à la main. Donc voilà, je partirai aussi sur du papier. Après tout dépend de ton budget, Hortense. Oui, bien sûr. Bien sûr. Elle a dit tout ce que tu veux, j'ai dit. Bon, on va aller voir ça, puis je vais le prendre en photo, puis je le mettrai sur Instagram. Merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup, Cécile. C'était vraiment très intéressant de plonger chez Empreinte et avoir plus d'infos sur Ateliers d'Art de France. Donc, c'est bien voilà, de faire des achats engagés aussi. Merci beaucoup de défendre tout ça. Merci à toi, Hortense. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.